Donc, je me suis rendu compte dans mon parcours de psychiatre qu'il y a quand même beaucoup de demandes, que les gens vont pas bien, que les gens vont, j'ai l'impression, de moins en moins bien, c'est de plus en plus complexe, et que, au fond, les stratégies qu'on a, elles existent. Et elles marchent, hein, les antidépresseurs, ça marche quand même, mais c'est limité. Ça a des effets secondaires, ça marche pas chez tout le monde. Certaines personnes ne le supportent pas, ne le tolèrent pas. Pour d'autres, c'est insuffisant ou inefficace. Et donc là-dedans, on a de plus en plus parlé des psychédéliques quand même. Et il y a quelques années, j'ai fait des formations et dans le cadre de ces formations, j'ai également eu l'occasion de prendre de la psilocybine en Hollande dans un cadre légal, parce que je pense que c'est aussi le but de la formation, c'est de tester soi-même, de tenter soi-même, parce que c'est une expérience tellement particulière que ça vaut la peine de la faire. Et je rajouterais en plus que, comme c'est aussi très thérapeutique, en fait, j'ai vraiment l'impression que moi, ça m'a offert des pistes pour être mieux, pour être plus patiente, plus écoutante. Alors, et cette première expérience, est-ce que tu peux partager tout ou partie de cette expérience? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? La première chose qui s'est passée, c'était que ça m'a réassurée sur le fait que, en tout cas, moi, je ne suis pas devenue folle, ni accro. Donc, j'avais pas du tout envie de recommencer le lendemain. Au contraire, j'avais plutôt besoin de prendre le temps de digérer cette expérience qui dure pendant plusieurs heures, et que même si pendant l'expérience en elle-même, j'ai vécu des choses assez marrantes, c'était très drôle pour moi. J'avais besoin et envie de rigoler. Je riais de bon cœur. Donc, c'était très agréable en fait. Ce contenu a un objectif purement informatif et éducatif. Il ne constitue en aucun cas une incitation à la consommation de substances illégales, ni un conseil médical. Si vous souffrez de troubles psychologiques ou médicaux, veuillez consulter un professionnel de santé qualifié. Certaines substances évoquées sont légales dans certains pays et illégales dans d'autres. Il est de la responsabilité de chacun de se conformer à la législation en vigueur dans le pays de consommation et de mener ses expériences dans un cadre sécurisé. Bonjour Caroline. Bonjour. Voilà, ravi de t'avoir sur le podcast. Mais moi aussi. On a déjà bien discuté avant d'enregistrer, donc mais bon, je pense qu'on a encore plein de choses à se dire, donc voilà, ça va être vraiment un plaisir de partager tout ça avec les auditeurs et les spectateurs. Alors moi, je te connaissais pas, mais je t'ai vu sur LinkedIn en fait, où tu étais assez active, et en fait tes posts tout de suite m'ont interpellé, en fait le ton que tu utilisais, je sentais une bonne liberté de parole. Lié au fait aussi qu'en même temps t'es psychiatre, ici en Belgique. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant et j'ai eu envie de te rencontrer. On a échangé, t'as accepté, et donc nous voici à Bruxelles pour enregistrer cet épisode. Voilà, donc merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir, un bonheur et un honneur que de pouvoir partager avec toi ce moment, donc avec plaisir. Merci. Alors écoute, ce que je te propose pour démarrer, c'est de faire quelque chose que j'essaie de faire à chaque fois, qui est de partager une vulnérabilité. Voilà, parce que j'ai constaté que quand on montre une petite vulnérabilité, quelquefois ça permet d'avoir une discussion derrière qui sera un peu moins superficielle, qui sera un petit peu plus profonde. Donc je trouve que c'est une entrée en matière que j'aime bien avoir. Donc j'essaie de me renouveler aussi au niveau de mes vulnérabilités à moi, parce que comme tu disais juste avant, pour moi c'est à chaque fois normalement une vulnérabilité différente. Donc je vais commencer par moi. Ok. Alors qu'est-ce que je pourrais dire, qu'on est en plein. Alors bon, c'est un sujet un peu politique, donc en général je n'aime pas trop de politique, mais c'est qu'en ce moment on est en février 2026. Et on est en plein dans les sorties du dossier Epstein, comme on dit maintenant. Et en fait, je me tenais à l'écart de ces choses-là, parce que je me tiens à l'écart des news en général. Et puis ça m'est retombé un peu dessus. J'ai regardé un reportage, et en fait, c'est juste ma vulnérabilité, c'est juste de dire que aujourd'hui, je me rends compte que je suis quand même toujours très sensible à ce niveau de noirceur. J'ai ressenti ça comme une grosse noirceur, une noirceur du monde, une noirceur du non-dit aussi, de choses qui nous entourent et qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Ça m'a relié un petit peu à tous les tabous, on en parlait justement juste avant, qui existent en fait dans notre monde sur ces sujets-là et sur d'autres. Les tabous, le non-dit, et moi je connais dans mon histoire personnelle
la valeur et la douleur du non-dit au niveau psychiatrique, au niveau de la santé mentale. Je crois que les non-dits, ça porte une valeur malheureusement négative très forte. Et voilà, ça m'a juste rendu triste de lire tout ça. Et voilà, ça m'a un peu bercé dans une noirceur dont j'avais pas trop envie. Et en même temps, ce que je pourrais dire. Hein. Heureusement que ça te rend triste. Oui. Enfin, ça nous connecte aussi à... C'est horrible. C'est très attristant quand même ce qui se passe là. Ce serait bizarre au fond de ne pas être triste. Mais je peux comprendre, ceci dit, que ce soit quand même compliqué à vivre. Bon, donc moi j'ai eu 12 secondes pour réfléchir à mon point de vulnérabilité. Oui, je sais. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Je le dis, c'est spontané. Une chose qui reste compliquée pour moi, j'approche des 50 ans et je voudrais bien en être débarrassée. Et en même temps, ça fait partie visiblement de qui je suis. C'est l'importance du regard des autres pour moi. Donc, quand même, chaque fois, je me dis, tiens, que vont penser les autres? Est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce que ça va être... Et j'essaye de m'en détacher, je peux m'en détacher, mais ça m'en coûte. Et en même temps, bah oui, on est dans un bain d'autres, et donc c'est important de pouvoir apprendre à nager là-dedans. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu beaucoup l'impression dans ma vie de nager, pas ma brasse à moi, mais celle que je pensais que les autres voulaient regarder. Si je file la métaphore de la natation et de la piscine dans laquelle on est. Voilà. D'accord. Ça, c'est intéressant parce que ça fait une bonne introduction. Donc, merci déjà pour ce partage. Et puis, c'est une bonne introduction justement aux états modifiés de conscience, aux psychédéliques, qui sont quand même des voies intéressantes pour justement se déformater ou arriver à casser en fait des schémas qu'on peut avoir et qui se répètent au fil du temps. On va être amené à en reparler, mais je trouve que ça fait une belle introduction à ça. Alors, pour continuer, est-ce que je peux te demander de te présenter? En fait, je le demande parce que je trouve intéressant d'avoir ton propre point de vue sur les choses qui sont importantes pour toi dans ton parcours et dans ce que tu fais aujourd'hui. Ok, donc je m'appelle Caroline De Peut, je suis psychiatre. On commence toujours par son métier, c'est quand même assez interpellant. Je suis aussi maman d'un garçon de 20 ans, donc je suis très fière. Il a terminé ses examens et il a réussi, bravo à lui. Et donc, je suis directrice médicale d'un groupement hospitalier ici à Bruxelles qui s'appelle Epsilon. Je suis également conférencière. J'essaye de passer pas mal dans les médias depuis le Covid pour essayer de déstigmatiser les points liés à la santé mentale et de rendre les choses un peu plus ouvertes, un peu plus possibles, un peu plus légères. Et je suis autrice également. J'ai écrit des livres justement depuis le Covid. Le premier étant bien dans ma tête grâce aux neurosciences qui proposent des outils pour essayer de trouver des stratégies pour traverser tout ce qu'on a à traverser, et c'est pas toujours évident, et dont le dernier qui va sortir maintenant sous peu, mais qui sera peut-être déjà sorti quand on verra la vidéo, parce qu'on est dans une chronologie qui s'appelle donc La promesse des psychédéliques, révolutionner la psychothérapie, qui sort aux éditions Kennes et qui parle, comme son titre l'indique, des thérapies assistées par psychédéliques. Et des états modifiés de conscience aussi, au-delà des psychédéliques. Exactement, et des états modifiés de conscience, parce qu'entre autres, j'y parle de la transe cognitive auto-induite, qui est un état modifié de conscience sans substance. Donc, on peut avoir des états modifiés de conscience sans substance. J'y parle également de la respiration holotropique. D'accord. Oui, ça, on y reviendra parce que je trouve que c'est vraiment un sujet hyper intéressant de toujours se rappeler que les psychédéliques, c'est intéressant, c'est puissant. Il y a un côté un peu mécanique qui est fort, mais en même temps, il y a tellement d'autres méthodes sans substance et donc beaucoup plus faciles d'accès qui sont disponibles pour avoir accès à des expériences assez comparables. Donc ça, on en parlera vraiment avec plaisir. Il y a un autre livre, je crois, que tu avais écrit qui s'appelle « J'arrête d'en faire trop ». C'est ça? Ouais. C'est sur le perfectionnisme, parce que tous mes livres sont un peu autothérapeutiques, en fait. Oui, journaling, l'écriture, c'est un moyen de guérir aussi. Et en plus, comme j'écris dessus, du coup, je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup, je teste, je suis une grande expérimentatrice, donc généralement, quand je propose quelque chose, c'est aussi parce que je l'ai testé et que j'ai vu les effets que ça pouvait avoir. Donc en effet, c'est pour moi, chaque livre est une belle traversée pour moi également. Donc ça te dit aussi quelque chose de mes vulnérabilités. C'est sûr. Et puis aussi de ton envie de te confronter, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. J'ai toujours eu ce souci pour moi et pour les autres de me dire, allez, avançons, cherchons, découvrons, avec de la curiosité et de la joie pour essayer
de voir ce qu'on peut faire avec les dés qui nous sont donnés à la base. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose, je trouve intéressant quand on est explorateur comme ça, qu'on joue sur la curiosité, c'est qu'on a des peurs parfois aussi, de se dire, tiens, si je vais sur ce sujet-là, j'ai peur. Et moi, ce qui me semble avoir remarqué dans ma vie, c'est que derrière chaque peur, il y a un trésor. C'est-à-dire que si on identifie une peur, c'est la traverser, essayer d'aller au-delà de la peur, c'est souvent l'occasion de découvrir quelque chose de précieux. Ouais. Donc, en fait, la peur, moi je trouve que c'est un mécanisme de protection qui est hyper utile. Faut pas non plus. C'est pas pour rien qu'on a peur, en fait. C'est parce que on a envie de survivre dans la vie et que quand on était un homme des cavernes, on avait tout intérêt à avoir peur quand il y avait des bruits bizarres qui arrivaient parce que ça nous permettait de courir très vite et d'échapper aux tigres à longues dents. Donc c'est quand même un chouette mécanisme de survie. Mais comme tous les mécanismes de survie et de protection, quand ils sont trop forts, ils nous empêchent plutôt que de nous libérer. Moi, j'aime bien me dire, j'ai peur aussi. Et rien que la sortie de ce livre, La promesse des psychédéliques, c'est une grosse sortie de zone de confort pour moi, parce que c'est vraiment un livre qui vient du cœur, c'est un livre dans lequel je m'expose aussi, et qui est peut-être pas tout à fait dans le courant habituel, même si c'est pas totalement un contre-courant. Mais j'ai décidé dans ma vie que les peurs n'allaient pas m'empêcher d'avancer. Donc, si j'ai peur, je la reconnais, j'embrasse ma peur, je l'accepte, je vous fais des gros bisous, mais je lui dis, tu vas pas m'empêcher d'avancer, et si je sens que je suis alignée à aller, là, j'y vais quand même. Oui, ce qui est courageux, intéressant. Et aussi, en fait, c'est vrai que tu parlais des peurs archaïques, parce que c'est des peurs archaïques. Finalement, on a appris à avoir peur quand on avait effectivement des tigres à longues dents qui nous couraient derrière. En fait, ces peurs, elles sont ancrées en nous, mais en même temps, aujourd'hui, il n'y a plus de tigres à longues dents. Alors, il y a d'autres types de menaces, mais finalement, on est quand même beaucoup moins menacé dans notre vie que... Par contre, nos réflexes archaïques, ils sont toujours là. Ouais. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qui nous menace beaucoup, c'est nos pensées intérieures. En fait, avant, c'était très extérieur. C'était la famine, les tigres à longues dents et les inondations. Et maintenant, il y a tout ça, même si un peu moins. Mais il y a surtout la façon dont on rejoue tout ça. Dont on rejoue les embouteillages, les engueulades avec notre boss ou avec nos enfants. Et ça active, et ça prolonge, et ça nourrit, et ça alimente le système de peur. Et c'est ce qui participe d'ailleurs au stress chronique de nos sociétés dans lesquelles on est tous pris. Et je pense que c'est... une de mes recherches, c'est celle-là, c'est de pouvoir se dégager un petit peu de cet envahissement chronique du stress et des pensées autour de tout ça qui finalement nous font pas du bien. C'est vrai qu'on peut parfois, mais on se retrouve dans un univers où il n'y a pas de stress, où il se passe rien, se sentir mal parce qu'on va avoir nos pensées qui vont tourner en boucle. C'est-à-dire qu'on est capable de se sentir mal rien qu'avec nos propres pensées. Ouais. Ce qui est quand même assez sidérant. On pense souvent que c'est l'environnement qui crée la difficulté, mais très souvent, c'est comme tu dis, juste nos pensées. Et qui vont alimenter les mêmes circuits neurologiques et chimiques et neurochimiques que l'environnement extérieur. C'est ça. C'est fascinant quand même. C'est fascinant. Et c'est génial en même temps, parce que du coup, on a une modalité d'action là-dessus. Nos pensées, malgré tout, elles sont pas totalement hors de notre contrôle, même si de temps en temps, on a tendance à le croire. C'est vrai. Alors, tu es aussi chroniqueuse. Donc là aussi tu te confrontes parce que j'imagine que ça doit être un stress aussi de passer comme ça à la télé ou à la radio. Donc tu es chroniqueuse en Belgique et en France. Ouais, donc en Belgique, je vais une fois par mois sur le JT de RTL à midi pour faire des chroniques santé mentale. Et en France, je participe à l'émission Bel et Bien Ensemble sur France 2 qui passe tous les matins. Et là, je participe en général à une grande partie ou à l'entièreté de l'émission qui est sur un thème et où j'apporte mon regard de psy ou d'expert dans la santé mentale avec justement des mises en perspective. C'est assez intéressant. Ok. Donc voilà, donc ça c'est des points aussi pour te voir, pour les personnes qui ont envie de te suivre. À la télé, en fait, tout simplement. Pour les Français et pour les Belges, il y a une solution. Voilà. D'accord. Ok. D'ailleurs, mes patients me le disent régulièrement. Ils me disent je vous ai vu à la télévision. Et comme ça fait des petites interruptions entre les séances. Ils me voient quand même. Et ça fait une continuité. C'est ça, c'est sûr. Tu maintiens le lien. Alors, maintenant, si on en vient à parler des états modifiés de conscience, en général, et des psychédéliques en particulier, est-ce que tu veux bien m'expliquer comment tu as rencontré les psychédéliques et les états modifiés de conscience? Quelle est ton expérience personnelle avec ces substances? Et ensuite, ou ces expériences, puisqu'on a bien dit, il y a des substances, mais il y a aussi des expériences. Voilà, on peut déjà commencer là-dessus, puis après on verra comment ça peut se relier avec ton activité de psychiatre, comment tu vois les choses. Oui, parce que les deux sont très fort liés d'emblée. Dans mon parcours personnel et mon parcours en tant que psychiatre qui a envie d'essayer de découvrir des stratégies supplémentaires pour
ses patients, mes patients, les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Moi, ça fait en fait, depuis que j'ai 18 ans, je médite, qui est déjà un petit état modifié de conscience, la méditation. Hein. Donc, c'est quelque chose que j'ai gardé tout au long de ma vie, plus ou moins fort, en faisant des retraites, en méditant tous les jours, parfois 20 minutes, parfois 5 minutes. Je suis assez souple par rapport à ça, mais c'est quand même quelque chose que j'ai depuis que j'ai 18 ans. J'ai fait aussi pas mal de yoga, et ça m'a toujours beaucoup apporté ces petits switches de changement, ce calme. En fait, je suis un peu quand même une excitée de la vie, je fais 10 000 choses à la fois, j'ai tout le temps besoin d'avoir plein de projets, et c'est génial, j'ai beaucoup d'enthousiasme. Mais du coup, il faut de temps en temps que je me calme. Et la méditation est une des façons pour moi de me poser, de m'arrêter, de ne pas bouger pendant un petit temps, et d'avoir cet esprit qui divague, qui part et qui revient. Et depuis une quinzaine d'années, je me suis aussi intéressée à la cohérence cardiaque, qui n'est pas un état modifié de conscience, mais qui est plutôt un exercice de respiration pour apprendre à calmer. Et je trouvais que c'était un super outil à partager aux patients, parce que ça parle de réflexes physiologiques, du système nerveux parasympathique, et donc en tant que médecin, ça donne une certaine légitimité à pouvoir en parler. Je me suis intéressée un peu à l'auto-hypnose, mais je ne me suis pas spécialement formée. C'était plus un intérêt, voilà, de lire là-dessus, de voir ce qu'on peut en dire. Et puis, il y a quelques années, je pense il y a 5-7 ans, toujours dans cette recherche, de moi m'apporter des outils pour essayer de vivre au mieux. J'essaie vraiment de trouver une façon de le dire pour moi et pour les autres. J'aime pas cette idée d'être la meilleure version de soi-même. J'aime pas l'idée d'être en amélioration permanente, en compétition permanente avec soi-même, et dans le fait qu'on n'est jamais totalement arrivé. Par contre, j'aime bien l'idée qu'on doit prendre soin de soi, que quand même on vit des temps tourmentés, et que là-dedans, arriver à prendre soin de soi et à trouver des outils pour réguler son système nerveux, pour s'apaiser un peu, je pense que c'est nécessaire et que c'est précieux. Et donc je cherche ça. Et comme je le disais, je suis une grande curieuse, une grande expérimentatrice. Donc moi, est très ouverte, donc j'aime bien aller me renseigner avec toujours un esprit critique. Je trouve que c'est important, il ne faut pas se laisser embarquer dans plein de trucs. Donc je garde mon esprit critique. Et donc je me suis formée à la transcognitive auto-induite, qui est une technique qui a été développée par Corinne Sombrin, une Française, et qui consiste en un état modifié de conscience, qui est à la base induit par une boucle de son. Et donc cet état modifié de conscience, qu'on appelle trans, on ne se déconnecte pas, on n'est pas totalement dissocié de soi-même. Il y a toujours cette petite part de nous, qui est notre surmoi, ou notre censeur, ou notre commentateur, qui est là, qui peut revenir, qui peut partir, mais on apprend à ce qu'il ne prenne pas toute la place et à laisser exprimer son corps, et à laisser, en tout cas, je vous dis ce que moi j'en ai retiré, et à laisser exprimer les mouvements que le corps a besoin de faire, les sons qu'il a besoin de faire, le fait de bouger, de pas bouger, de danser, de pas danser, de crier, de pas crier, de chanter, de pas chanter. Et ça, c'est très, très libérateur. Pour moi, en tout cas, ça a été une grande libération, une grande autorisation intérieure. En plus, je parle de cette difficulté par rapport au regard des autres. C'est une façon d'un peu me décaler de ça, de me dire tant pis, quoi. Je danse, je chante, et le regard des autres, je m'en fous pendant 10 minutes. Et voilà, donc c'était mon premier contact avec vraiment un état de modifié de conscience assez important. Puis j'ai tenté aussi la respiration holotropique, donc qui est un exercice de respiration avec une hyperventilation, et qui nous met aussi dans des états modifiés de conscience sans aucune prise de substance. Et ce qui est intéressant dans ces deux cas, c'est aussi le contrôle qu'on a là-dessus. C'est-à-dire qu'il suffit d'arrêter de respirer en hyperventilation, ou il suffit de revenir à soi pour revenir dans son état normal de conscience. Et donc, c'est très rassurant pour les personnes qui ont besoin de contrôle, comme moi et comme une grande partie de la population. Et voilà, du coup, je me suis vraiment dit, mais là, il y a quelque chose à creuser pour moi, pour les autres. Donc, je me suis rendu compte dans mon parcours de psychiatre qu'il y a quand même beaucoup de demandes, que les gens vont pas bien, que les gens vont, j'ai l'impression, de moins en moins bien, que c'est de plus en plus complexe, et que, au fond, les stratégies qu'on a, elles existent. Et elles marchent, les antidépresseurs, ça marche quand même, mais c'est limité. Ça a des effets secondaires, ça marche pas chez tout le monde, certaines personnes ne le supportent pas, ne le tolèrent pas, d'autres, pour d'autres, c'est insuffisant ou inefficace. Et donc, j'avais vraiment envie de trouver d'autres stratégies pour essayer d'aider les gens, et j'ai un fort besoin ou une forte envie d'essayer de participer au monde en offrant, si pas des solutions, en tout cas des petites clés, des
des petits outils. Et donc là-dedans, on a de plus en plus parlé des psychédéliques quand même. Et comme je te l'ai déjà dit, moi, en tant que médecin psychiatre, dans mes cours, j'étais étudiante dans la fin des années 90. Ce qu'on m'a dit des psychédéliques, c'est que c'était des drogues, qu'elles rendaient folles, que ça risquait de rendre psychotique et que ça provoquait des addictions. Donc, a priori, j'avais pas un très bon avis sur la question. Et en plus, moi, à titre personnel, je me disais, mais une substance qui te fait perdre le contrôle, quand même, pourquoi? Donc, j'avais plutôt un a priori négatif, mais c'est vrai qu'on en parlait de plus en plus, que j'ai lu des articles là-dessus, que j'en parlais avec des collègues, et surtout que j'ai aussi eu des patients, mais dans les formations de transcognitive et autres, des gens qui me disaient, mais moi, j'ai participé à des retraites, à des sessions, et ça a changé ma vie. C'est tout, ça a juste changé ma vie. Ça, je prenais des antidépresseurs, je ne dois plus en prendre, j'étais suicidaire, je ne le suis plus, j'avais des tocs, je n'en ai plus, je n'arrivais pas à dormir la nuit, ou je buvais. Enfin, donc, vraiment beaucoup quand même de témoignages qui allaient dans un sens de c'est quand même des substances extrêmement puissantes et extrêmement prometteuses. Et donc, du coup, il y a quelques années, je me suis plus formée, j'ai fait des formations et dans le cadre de ces formations, j'ai également eu l'occasion de prendre de la psilocybine en Hollande dans un cadre légal, parce que je pense que c'est aussi le but de la formation, c'est de tester soi-même, de tenter soi-même, parce que c'est une expérience tellement particulière que ça vaut la peine de la faire. Et je rajouterais en plus que, comme c'est aussi très thérapeutique, en fait, j'ai vraiment l'impression que moi, ça m'a rendu une meilleure thérapeute. Ça m'a rendu, ça m'a offert des pistes pour être mieux, pour être plus patiente, plus écoutante. Enfin voilà, je pense que ça a également transformé ma façon de travailler. Et alors, cette première expérience, est-ce que tu peux partager tout ou partie de cette expérience? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? La première chose qui s'est passée, c'était que ça m'a réassurée sur le fait que, en tout cas, moi, je ne suis pas devenue folle, ni accro. Donc, j'avais pas du tout envie de recommencer le lendemain. Au contraire, j'avais plutôt besoin de prendre le temps de digérer cette expérience qui dure pendant plusieurs heures, et que même si pendant l'expérience en elle-même, j'ai vécu des choses assez marrantes, c'était très drôle pour moi. J'avais besoin et envie de rigoler. Je riais de mon cœur, donc c'était très agréable en fait. Et en même temps, j'ai vécu des choses, je ne sais toujours pas si c'était des hallucinations auditives ou des perceptions transformées de la musique et de l'environnement, mais je me disais, c'est génial, je comprends enfin ce que c'est que de pas très bien savoir si ce que tu entends c'est vrai ou pas. Et comme moi j'ai plein de patients psychotiques qui ont des hallucinations, je me reliais à eux, à la difficulté de faire la part des choses, d'entendre des choses qui sont plus vraies que nature. Et en même temps, dès que l'effet a terminé, ça me nuisait. Je suis totalement revenue à moi-même. Donc j'étais la Caroline que j'ai toujours connue et que je connaîtrai toujours. Donc et c'était donc rassurant sur le fait que je voyais un peu dans quel cadre ça pouvait se passer. Et puis, j'ai quand même eu des chouettes messages qui m'ont fait du bien et qui m'ont permis d'avancer. Entre autres, celui de me dire « Prends pas tout trop au sérieux et ne te prends pas trop au sérieux, mais fais les choses sérieusement, mais sans te prendre au sérieux. » Et c'est devenu une espèce de motto pour moi, d'essayer de faire les choses bien, à fond, avec authenticité et sérieusement. Mais en fait, sans tout prendre au sérieux, parce que ça va, en fait, ça va, la vie, elle est déjà assez lourde comme ça, on peut y mettre un peu de légèreté. Donc, c'était précieux, en fait, comme expérience, et puis on a pu échanger aussi avec d'autres personnes qui étaient là, et on se rend compte aussi de ce que les autres peuvent vivre, peuvent découvrir, et donc, je pense qu'après ça m'a confortée dans cette idée qu'il y avait là une voie pour pas mal de gens qui sont en souffrance maintenant, et que cette voie, ça valait la peine dans un cadre. Hein, c'est quelque chose à prendre avec sérieux, c'est une médecine puissante, donc on ne peut pas utiliser n'importe comment, il faut une bonne préparation, j'avais eu une bonne préparation, il faut un bon encadrement pendant la prise, il faut une intégration, c'est ce qu'on appelle la thérapie assistée par psychédélique, hein, donc c'est ces 3 grandes phases qui sont indissociables les unes des autres pour moi, mais que dans ce cadre-là,
dans certaines indications pour certaines personnes, je pense vraiment que ça peut être un outil puissant de guérison et de mieux-être. Est-ce que ça a été un point de bascule pour toi, cette expérience? Est-ce que tu peux dire que... Est-ce que ça a été important au fait de te dire qu'il y a eu un avant et un après les psychédéliques, par exemple? Oui, au même titre qu'il y a eu un avant et un après transcognitive, parce que ça a été vraiment un point aussi de bascule, d'autorisation, comme je le disais. Vraiment, ce mot s'autoriser, m'autoriser moi, ça me parle vraiment beaucoup et ça m'a permis beaucoup de choses. Et la trans, tu l'as faite avant ou après l'expérience psychédélique? Avant, ouais, c'était quelques années avant. Ouais, tout à fait. Ça m'a d'ailleurs, je pense que ça m'a permis de me préparer, d'être plus ouverte, d'accepter les expériences. C'est un des grands, quelque chose qu'on dit quand on s'apprête à prendre des psychédéliques, c'est d'accepter l'expérience, d'y faire face, de s'ouvrir, trust and let go, fais confiance et laisse-toi aller. Et je pense que l'exercice de la transe auparavant et de ces états modifiés de conscience me permettait d'être beaucoup plus... je pense, plus ouverte à ça, à me dire ouais, ça va, je peux y aller, allons-y, j'y vais, je plonge dans l'expérience, quoi qu'elle m'amène, j'y plonge, j'y vais. Donc je pense que c'est hyper complémentaire, vraiment. Comme moi, en tout cas, je le perçois et comme je le vis, c'est vraiment hyper complémentaire. Mais en effet, de m'intéresser aux psychédéliques et puis de l'expériencier, donc de moi-même faire cette expérience, ça a été en effet un autre point de bascule parce que oui, ça m'a aussi, comme je le disais, réassuré vraiment sur le fait que c'était quelque chose qui était possible, que c'était pas juste un truc de perché ou juste un truc dangereux, ou que c'était quelque chose de possible pour la psychiatrie, en fait, pour moi, pour les gens, mais pour la psychiatrie, pour la santé mentale. Et donc, ça m'a donné un beaucoup d'espoir et aussi un optimisme, une envie d'y aller, de continuer à apprendre et peut-être aussi de partager sur ce sujet-là pour partager cet espoir. Et alors maintenant, comment ça fait partie de ta vie, les états modifiés de conscience? Est-ce que, par exemple, la transe, tu la pratiques régulièrement? Bon, il y a la méditation, peut-être que tu continues aussi. Comment ces états modifiés de conscience font partie de ta vie aujourd'hui, au quotidien, ou pas forcément tous les jours, mais voilà, assez régulièrement? En fait, c'est marrant, j'y ai pensé il n'y a pas tellement longtemps, et je me suis dit, ce que j'essaye de faire un peu intuitivement maintenant, c'est d'essayer de réguler mon système nerveux, qui est mis à rude épreuve, parce que quand on est psychiatre, directrice, qu'on voit des patients, qu'on va à la téloche, qu'on va avec ma vie à 1000 à l'heure, mon système nerveux, il en prend un coup. Et donc, j'essaye de tout ce que j'ai appris, d'utiliser, et vraiment avec beaucoup de souplesse. C'est-à-dire que je suis pas dans un truc rigide, tous les matins je dois faire ça, et puis je dois faire ça, et puis le soir, et puis le week-end. Non, c'est en fait en fonction de ce que je ressens. J'écoute beaucoup plus mes besoins. Je dors. Le sommeil, c'est la base pour moi. Donc, je dors 8 à 10 heures par nuit, et j'en ai vraiment besoin. Mets-moi 2 nuits à 7 heures de sommeil, et je mange les gens. J'ai vraiment besoin de beaucoup de sommeil. C'est peut-être un état modifié de conscience aussi, le sommeil, il me semble. Oui, c'en est un. On dort, Oui, et on fait plein de choses. Donc, des rêves, il y a des... Donc voilà, j'utilise beaucoup le sommeil. Je médite en effet pas mal, mais moins longtemps, et pas tous les jours, mais quand je le sens, quand j'en ai besoin. Je fais du yoga nidra. J'adore le yoga nidra. C'est aussi c'est une espèce de méditation guidée. On appelle ça aussi le non-sleep deep rest, donc le repos profond, mais qui n'est pas du sommeil. Et par exemple, quand j'ai passé une mauvaise nuit ou que je suis un peu nerveuse, 20 minutes de yoga nidra, je mets mes écouteurs. Il y a des trucs sur YouTube gratuits. Et moi j'adore. La transe, par exemple, entre 2 consultes ou avant une réunion, 1 minute de transe. Alors, quand je le dis, évidemment, je ne sais pas ce que les gens se représentent, mais je commence pas à crier dans tous les sens. Ça peut être simplement, ça peut être me coucher et me reposer en fait pendant quelques minutes sans rien faire d'autre, mais avec un léger état modifié de conscience qui fait que le repos est assez profond parce que je pense que mes ondes cérébrales se calment. Donc, je parle pas d'un truc qui est complètement fou, complètement magique, et j'utilise ça de façon assez intuitive en fait. Je peux passer 3 semaines sans le faire et puis ressentir que j'en ai plus besoin. Je le dis, j'ai la cohérence cardiaque aussi que j'utilise pas mal, la respiration holotropique. Je trouve que, alors là, c'est vraiment plus presque une cérémonie pour moi. Donc, c'est un moment qu'on se consacre. Je prends rendez-vous, je fais ça dans un groupe. Donc, c'est quand même quelque chose de plus organisé. Et vraiment, je vois tout ça comme une façon d'essayer de réguler mon système nerveux pour
Et de le faire en fonction des signaux que j'entends, de mes signaux de fatigue, de mes signaux d'irritabilité. C'est un grand signal pour moi quand je deviens irritable, c'est que j'ai besoin de réguler quelque chose, de dormir, de faire une sieste. Et je trouve que pour le moment, ça me permet ouais, je fais un peu ce geste-là, de danser avec ça et de garder du coup une bonne énergie. Oui, je te rejoins sur la cohérence cardiaque, en fait, parce qu'on n'en parle pas souvent dans les états modifiés de conscience, mais je trouve qu'effectivement, c'est un état modifié de conscience assez soft, en fait, mais en même temps qui peut être vraiment utile, et en particulier pour les gens anxieux ou la respiration de façon générale. D'ailleurs, la respiration, on la retrouve finalement dans pratiquement tous les modèles, même dans les psychédéliques. La respiration, c'est un outil incroyable dans l'expérience psychédélique pour réguler son système nerveux, traverser les expériences, traverser les moments difficiles quand il y en a. Oui. C'est un outil incroyable. Et aussi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on sent bien que ces expériences, en fait, elles ont un effet cumulatif, ou on va dire pas cumulatif, mais progressif. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait de la transe, ça t'a permis peut-être de t'ouvrir plus au moment de l'expérience psychédélique, et le fait de faire l'expérience psychédélique va peut-être t'ouvrir plus à faire d'autres expériences. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate très souvent, c'est cet effet un peu cumulatif, c'est que tout ce qui a été fait, il y a des sortes de portes qui s'ouvrent, des sensibilités qui s'ouvrent, et à partir de là, on peut entrer plus profondément dans d'autres expériences, et on a moins besoin aussi d'expériences violentes ou fortes. On a moins besoin de substances par rapport au psychédélique. Clairement, la sensibilité l'augmente. Plus on en prend, moins on en a besoin pour avoir une expérience significative. Et puis, on peut devenir sensible à une cohérence cardiaque, beaucoup plus peut-être après toutes ces expériences qu'à un tout début. Ou peut-être pour la méditation. Est-ce que tu as constaté sur la méditation aussi que ça avait des effets? Toutes ces expériences-là te permettaient d'aller peut-être plus profondément ou différemment dans les niveaux de méditation? Oui, tout à fait. Je n'ai pas d'échelle, mais dans le ressenti, oui. Je ressens après plus d'ouverture comme ça. Je sens vraiment que physiquement aussi, mais qu'il y a plus d'ouverture, plus de calme, plus de détente. Et j'ai aussi dans le rapport à la danse. On n'a pas parlé de la danse, mais moi, je trouve que c'est un outil incroyable, j'adore danser et en fait la danse, le mouvement, shaker, trembler, c'est aussi quelque chose que je fais beaucoup parce que ça élimine en fait les tensions musculaires, ça permet vraiment moi je trouve que ça élimine beaucoup de choses et danser, c'est le faire de façon sympathique sur de la musique au fond et eh bien, je me rends compte que quand je suis dans un état modifié de conscience, comme de la transe ou après de la méditation, je danse, mais du coup, je vais un peu plus loin dans cette danse ou dans les mouvements, ce qui relâche encore un peu plus mon corps, ce qui me permet d'être encore un peu plus détendu après. Donc, effectivement, il y a un effet comme ça où ça s'associe gentiment pour nous faire du bien, en fait. C'est vraiment ça l'idée, c'est que j'ai l'impression dans ces moments-là que je m'apporte ce dont j'ai besoin, comme j'en ai besoin, sans réfléchir. Et ça passe beaucoup moins par le mental. Moi et mon mental, on est vraiment des grands amis, on est vraiment bons potes. J'ai très fort besoin de mon mental dans la vie. J'ai très fort besoin de rationaliser les choses. Et c'est super. Mais en même temps, parfois, le mental, c'est bon, quoi. Et donc, je trouve que dans ces moments-là, ça passe par d'autres choses. C'est plus le mental, c'est le geste. Et le geste peut être une leçon. Un son peut nous apprendre, nous donner quelque chose, une immobilité aussi. Et je trouve ça génial de s'ouvrir à d'autres façons d'apprendre sur soi que juste par le mental. Oui, puis il y a quelque chose aussi que moi je dis souvent aux personnes que je rencontre dans le cadre des retraites psychédéliques, c'est d'essayer des choses en fait, parce qu'en fait chaque personne aussi a un contact différent avec telle ou telle technique, et il y a des choses qui vont fonctionner très bien pour l'un et pas fonctionner pour l'autre, et vice versa. Comme tu dis, il y a des choses qui travaillent plus avec le mental. C'est vrai que les psychédéliques souvent c'est quand même plus mental, même s'il y a des gens qui ont des réactions très physiques. Si on prend la respiration, c'est par exemple l'holotropique, c'est beaucoup plus dans le physique, le corps il est beaucoup plus impliqué. Et donc, c'est vraiment... moi, la recommandation que je fais toujours, c'est expérimenter, en fait. Expérimenter en suivant son intuition. C'est-à-dire, tiens, cette chose-là, j'en entends parler, ça m'intéresse, j'ai envie d'explorer. Et voilà, c'est peu coûteux au niveau de l'exploration, finalement. On ne prend pas beaucoup de risques à explorer. Et derrière, par contre, ça ouvre des champs incroyables et ça ouvre des portes... folle. Et avec de la liberté, si ça te va, tu prends, si ça te va pas, tu prends pas. Et c'est bon, en fait. On n'est pas obligé. Et moi, je dis aussi beaucoup expérimenter avec joie, dans la joie.
que ce soit de la curiosité, comme un jeu, comme un enfant. J'adore cette idée de me dire on est comme des enfants et on va jouer à découvrir des choses, à expérimenter, à regarder, plutôt que d'être dans c'est compliqué, c'est lourd, mais j'y vais. C'est la joie, quoi. Enfin, moi, j'aime bien cette idée-là d'expérimenter. C'est sûr. C'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que même dans le terme, par exemple, retraite, il y a toujours un côté un peu sérieux, un peu... voilà, et la joie, elle est hyper importante. Ouais. Elle est hyper importante. Ok, écoute, merci beaucoup pour ça, c'est hyper intéressant. Oui, je pense qu'on peut en profiter pour rappeler que les expériences psychédéliques, finalement, c'est même parce que psychédélique, on associe aux substances, mais quand on prend une séance de respiration holotropique, c'est une expérience psychédélique sans substance. En Tout à fait. C'est juste des expériences qui permettent d'augmenter le niveau de conscience, de faire face à ses propres noirceurs, parfois aussi. Il y a plein de méthodes différentes et quelquefois, il y a des méthodes surprenantes où on ne pense pas. Je trouve que la cohérence cardiaque, c'est intéressant de le mettre dans la liste des expériences parce que c'est une expérience qui peut même être puissante, surtout quand on la pratique après une expérience sur plein d'autres expériences plus profondes. Et je pense à une expérience, moi j'aime bien rappeler, c'est le Rebirth que j'ai fait. J'ai fait pas mal de séances avec une thérapeute à Londres. C'est quelque chose de très soft parce que la respiration, elle est très douce. Alors on est vraiment aux antipodes de la respiration holotropique où là, on est dans quelque chose de très fort, de très dynamique, de très long. Ça dure 3 heures. Les musiques sont très fortes. Il se passe des choses incroyables. Mais ça peut générer comme un stress du corps. Là, on est dans une respiration beaucoup plus douce, associée à de la thérapie. Et on peut vivre des choses incroyables. Moi, j'ai vécu des expériences très fortes, plus fortes même que des expériences psychédéliques, juste avec une respiration extrêmement soft sur la durée. Par contre, ce que je trouve qui est intéressant, c'est quand même toujours d'avoir une durée. Il faut allouer un temps pour ces expériences. Enfin, c'est difficile d'avoir une expérience intense sur 5 minutes. Sur 5 minutes. Il faut, parce que il y a rien à faire. Le corps, le système nerveux, il est là, hein, il est on. Il est très très on. Et donc il faut d'abord qu'il se calme un peu, qu'il se sente en sécurité, qu'il s'apaise, qu'il se mette un peu en off, et puis seulement ça peut venir. Et donc tout ça prend un peu de temps, et c'est pour ça que c'est normal. Et moi j'aime bien aussi dans l'idée des expériences, c'est de redonner de la place aux expériences subtiles. Quand on parle d'expérience psychédélique et quand les gens s'attendent à une expérience mystique, des trucs complètement fous, c'est un peu ça qu'on voit, dont on parle dans les médias. Et en fait, ça peut être tout à fait subtil. Ça peut être une petite chose, ça peut être très peu de mouvement, ça peut être une petite image et qui peut être aussi forte, aussi puissante, aussi thérapeutique qu'une méga expérience mystique. Et justement, les autres expériences qui sont autour peuvent redonner de la place à ça, à la subtilité des états modifiés de conscience, mais qui n'en restent pas moins potentiellement très, très, très puissants. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'ai vu avec la respiration holotropique, dans le cadre de mes formations, on avait fait entre autres un exercice avec un groupe de chercheurs, donc des gens très... des chercheurs, quoi, hein, donc des gens très rationnels, et c'est génial de pouvoir s'offrir. Et j'en ai vu qui pleuraient comme des bébés, quoi. Et c'était tellement beau, enfin, c'est d'être là, de pouvoir d'offrir aussi ça, cette vulnérabilité, de s'offrir à soi et aux autres. Moi-même, d'ailleurs, je pleurais comme un bébé. Et juste, effectivement, en respirant, en se laissant aller, en se permettant ça, en se disant, allez, ok, je joue le jeu, quoi. Je joue le jeu, j'y vais. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme porte? C'est vrai. Et puis ce qui est assez génial à constater et surprenant aussi, c'est que effectivement chaque personne a une réaction très différente. Les expériences vécues sur tous ces types d'expériences-là, psychédéliques, avec substance, sans substance, chaque voyage, chaque expérience vécue est très différente d'une personne à l'autre. Et même d'ailleurs, tu l'as peut-être constaté, quand une même personne qui fait plusieurs séances de la même pratique va avoir des expériences très différentes à chaque fois. C'est comme si ce qui était révélé en fait et à chaque fois renouvelé, différent. On peut pas, d'ailleurs c'était Stan Grof qui définissait l'expérience avec les psychédéliques comme étant une expérience de comment il appelait ça, d'exacerbation des charges émotionnelles inconscientes non spécifiques. C'est-à-dire qu'en fait ça augmente ce qui est présent. Mais si ce qui est présent, c'est de la joie, ça va être de la joie. Si ce qui est présent, c'est de la tristesse, ça va être de la tristesse. Ça va pas être une réaction qui va être la même pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre du set and setting, en fait, de qu'est-ce qui se présente au début de l'expérience. Et ça, je trouve que c'est toujours intéressant à voir sur soi et sur les autres, ce côté non spécifique, ce côté différent à chaque fois.
C'est assez fascinant. Oui, c'est vrai. Et du coup, de s'ouvrir à ça. Et on dit qu'avec la psilocybine ou avec les psychédéliques, tu reçois ce dont tu as besoin et pas spécialement ce que tu veux. Donc parfois, tu as envie de quelque chose et puis c'est pas du tout ça que tu reçois, parce que au fond, et ça moi j'aime bien le dire, c'est qu'on reçoit ce dont on a besoin au moment où on en a besoin et parce qu'on a les outils pour faire face à ça. Et je trouve que c'est important et c'est en ça que c'est hyper... en même temps puissant et en même temps presque sacré et en même temps du coup qu'on doit vraiment prendre avec cette prudence et cette précaution-là, c'est que ça peut ouvrir des grandes portes parce qu'on a la capacité de le traverser à ce moment-là, mais ça peut être perturbant. Oui, c'est ce que certains appellent le thérapeute intérieur, le inner healer en anglais, auquel on peut faire confiance. C'est-à-dire qu'on a en nous. Alors, est-ce que certains disent, oui, c'est la plante. Est-ce que c'est en nous? Est-ce que c'est la plante? Est-ce que c'est le mélange des deux? Bon, ça, on ne sait pas trop. Après, à chacun ses croyances, chacun son interprétation. Et j'avais entendu quelqu'un qui avait participé à des essais cliniques en Angleterre de l'Imperial College sur le traitement de la dépression par les psilocybines. Dans le reportage, on le trouve sur YouTube, si vous tapez Imperial College psilocybine. Le reportage est hyper intéressant. Et il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait eu l'impression d'avoir ingéré son propre un mini-thérapeute, en fait. Ah ouais. Et que, disons, dans les semaines qui avaient suivi, il y avait quelque chose qui travaillait à l'intérieur en bien pour lui, en fait, pour lui améliorer la vie. Voilà, c'est vrai que l'image était intéressante. J'ai aussi eu dans mon expérience, et j'ai trouvé ça vraiment tellement génial, c'est que je me suis dit à moi-même des phrases que je dis en tant que thérapeute à mes patients, quand je leur dis, mais c'était pas de ta faute, t'as fait tout ce que tu pouvais, avec les cartes qui t'étaient données à ce moment-là, et évidemment que quand t'es un enfant, t'as pas tout en main et que tu fais comme tu peux, donc... et là, je me le disais à moi-même, et c'était parce que c'est une chose de se le dire rationnellement, parce que quand je le dis à mes patients, ils me croient peut-être à moitié ou pas, mais en tout cas, ils le vivent pas de l'intérieur. Et là, je vivais de l'intérieur, mon propre mini-thérapeute intérieur qui me disait ça, mais qui me disait ça d'une place où je le croyais profondément. Ça devenait une vérité, vraiment pour moi. T'as fait ce que t'as pu avec ce que t'avais, avec les cartes qui t'étaient données quand t'étais un enfant. On a tous des blessures d'enfants à guérir, donc en ce moi y compris. Et en fait, ça m'a vraiment donné l'occasion de guérir ça. Ça a guéri des choses en moi que je ne savais pas qu'elles avaient encore besoin d'être guéries, ce qui est quand même génial. Et de quelque chose de très incarné. C'est plus quelque chose que je pense, c'est quelque chose que je sais. Et comme je le sais que c'est pas de ma faute, que waouh, quel soulagement en fait. Et j'avais vraiment cette sensation et je me disais, je me marrais quoi. Je me dis, ça fait 20 ans que je dis les mêmes choses aux gens, j'aurais pu me l'appliquer à moi-même. Et il m'a fallu ça pour vraiment le ressentir de l'intérieur. Et comme quoi, c'est pas, et c'est ça, je trouve que tous ces états modifiés de conscience aident aussi à ça, c'est à faire descendre de ce qu'on pense, de ce qu'on sait, à ce qu'on ressent, ce qu'on sent dans ses tripes, dans ses guts. Et on contrôle pas toujours ça, on aimerait bien pouvoir le ressentir, et bien je trouve que ça aide à cette descente, à ce passage. Tellement. Ça, je trouve que c'est vraiment une des vertus les plus incroyables de l'expérience psychédélique, avec ou sans substance. C'est ça, c'est les compréhensions profondes. Moi, j'appelle ça les compréhensions profondes, ou en anglais insight, voilà. Il n'y a pas trop d'équivalent de insight d'ailleurs en traduction, non. Finalement. J'ai cherché parce que je fais quasi tout un chapitre là-dessus dans mon livre. D'accord. Et je cherchais effectivement, dont je les ai aussi appelés les moments Eureka. Oui. Ça venait de quelqu'un que j'ai entendu dans un podcast. Oui, Federico Seragnoli. Que j'ai interviewé dans ce podcast aussi. Ah ben voilà, eh bien voilà, je rends hommage à Seragnoli parce que c'est un peu ça le moment Eureka. Et donc j'en parle en effet pas mal dans mon livre parce que je pense que c'est important. Hyper important. Ouais. Entre la chose intellectuellement comprise et la chose ressentie, en fait, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est difficile à comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Oui. Mais par contre, quand on l'a vécu, c'est exactement ce que tu dis. On peut avoir quelque chose dont on le savait mentalement, mais on ne l'avait pas compris profondément. Et dans ces moments-là, on le comprend profondément. Et à ce moment-là, ça prend valeur de vérité et on ne le met plus en doute. Et ça s'applique. Exactement. Et c'est là, vraiment. Oui, et je parle de soulagement. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment un soulagement terrible de ressentir ça. Je pensais qu'il y avait des choses avec lesquelles je devrais vivre jusqu'à la fin de ma vie, parce que c'est comme ça, on a tous nos symptômes. Et là, je me dis, mais non, en fait, je peux même être libérée de ça, mais c'est génial. C'est clair. Ça, c'est vraiment c'est une expérience incroyable. En fait, il y a plein de moments dans l'expérience psychédélique. Il y a ça, les moments, les insights, les compréhensions profondes. Il y a les émotions qui rejaillissent, des émotions enfouies qu'on avait refoulées, qui ressurgissent. On a les portes qui s'ouvrent.
aussi. Moi, c'est un mot que j'aime bien utiliser. C'est quelquefois, voilà, on a une nouvelle vision sur les choses, sur soi-même, sur des patterns, en fait. Donc là encore, des schémas. Là, il y a un mot en français qu'on répète, qui était inconscient, où on se met à comprendre finalement pourquoi on a répété ce schéma-là dans sa famille, dans son travail, encore et encore. Tout simplement parce que c'est peut-être quelque chose qu'on a calqué sur nos parents, ou c'est peut-être... Et il y a plein de... C'est ça qui est drôle aussi, c'est que c'est pas... Il y a plein de facettes, en fait, à l'expérience. Et elles agissent à plein de niveaux différents. Et ça, c'est aussi, je trouve, hyper intéressant. Et c'est un peu ce que j'essaye aussi de décrire dans mon livre, c'est que j'essaye de mettre en lien les mécanismes neuroscientifiques qui sont mis en place. On parle de la sérotonine 5-HT2, de l'entropie, de la dissolution de l'ego, du réseau mode par défaut qui est désynchronisé. Enfin, voilà, d'expliquer tout ça, mais aussi de le mettre en lien justement avec ce qui se passe là, de la levée des mécanismes de défense, qui permet du coup comme on a moins de mécanismes de défense qui sont plus là, on peut voir les choses qu'on ne voyait pas, de pouvoir les voir grâce à la flexibilité qui se met en place, de pouvoir voir les choses sous un autre angle, sous un autre point de vue, de se dire ah ouais, mais attends, j'avais pas vu ça comme ça. Et donc ça ouvre la neuroplasticité qui rouvre des fenêtres d'apprentissage, d'où l'importance de l'intégration après, de vraiment prendre le temps, parce que il y a vraiment des fenêtres ou des portes qui s'ouvrent. Et je trouve que de mettre ça en lien, pour les scientifiques un peu comme moi, moi ça m'aide en fait, parce que de le comprendre me permet de plus adhérer, mais parce qu'on se dit c'est en fait c'est pas pour rien que ça fonctionne, et c'est pas pour rien aussi, je parle beaucoup aussi dans mon livre de ce qu'on appelle le transdiagnostic, plutôt que de se dire en psychiatrie maintenant on dit t'es triste, t'as des idées noires et tu sors pas de ton lit, t'as une dépression, t'as des rituels obsessionnels de te laver les mains, de te laver 50 fois les mains, t'as un TOC, t'as des crises d'angoisse, t'as une anxiété généralisée. Donc on part de symptômes et on met des diagnostics. Et l'idée qu'il y a derrière les thérapies assistées par psychédéliques, c'est qu'on ne parle plus des symptômes, on va à la racine, on va au cœur, dans la rigidité qui s'est installée, dans les mécanismes de défense qui nous enferment et dans lesquels on est pris, qu'on est empêtré là-dedans. Et en fait, les états modifiés de conscience viennent ouvrir ça, viennent ouvrir une autre possibilité qui permet de lever ces mécanismes, de trouver d'autres possibilités. Et donc de lever la rigidité derrière, par exemple, les idées noires qu'on est un poids pour les autres et qu'on ferait mieux de disparaître, ou la rigidité derrière le fait qu'on se lave 50 fois les mains, ou la rigidité derrière le fait qu'on veut, dès qu'on est anxieux, prendre de l'alcool parce qu'on pense que ça va nous apaiser. Et donc le transdiagnostic, c'est de dire, c'est pour ça que ça marche dans plein d'indications différentes. C'est parce que ça ne va pas traiter les symptômes, ça va vraiment traiter le cœur de la difficulté, à partir de quoi on trouve en soi les ressources pour traiter ses propres symptômes. Oui, tu parles effectivement des différentes approches finalement qu'on peut avoir autour des psychédéliques. Il y a la partie un peu chimique du cerveau, dont on parle souvent, ce que tu disais sur le réseau mode par défaut, peut-être la sérotonine, etc., les différentes hormones qui circulent. Ça, c'est l'approche chimique. Il y a l'approche un peu thérapeutique ou psychanalytique d'une certaine façon, un peu ce que tu décris là. Et il y a encore une autre approche qui est l'approche, je dirais, plus... pas rituelle, mais qui est liée par exemple aux pratiques ancestrales qui sont faites encore en Amérique latine avec l'ayahuasca par exemple, où là finalement on est dans une pratique qui n'a même pas tellement de théorie derrière. En fait, c'est juste qu'il y a une pratique qui est là, qui est en place, qui s'est peaufinée au fil du temps et qui fonctionne. Un côté un peu magique aussi, on peut dire, des choses qu'on comprend pas, mais qui se passent en fait concrètement et qu'on cherche pas forcément. On cherche à comprendre. On cherche à comprendre. C'est ça. Et il y a aussi l'hypothèse, le post-matérialiste. Donc, c'est de dire, au fond, les psychédéliques viennent nous reconnecter à une conscience primordiale, plus vaste, qui est là, notre cerveau étant comme une espèce de valve de réduction, selon les propos d'Aldous Huxley, qui disait, le cerveau, en fait, il rétrécit un peu, il filtre, et d'ailleurs, on le voit au niveau neuroscientifique, on voit ça, qu'effectivement, on passe notre temps à filtrer, parce que si on devait à capter toutes les informations qu'il y a en permanence autour de nous, on serait en burn-out et en décrochage total. Mais donc que ça réduit un peu toutes les informations qu'on a et que les psychédéliques rouvrent cette valve pour nous reconnecter à quelque chose de plus grand.
hypothèse supplémentaire. Hypothèse. Et d'ailleurs, le professeur Knott en Angleterre a fait l'expérience de mettre des gens dans un scanner et de voir comment réagissait leur cerveau sous psychédélique. Et en fait, on s'attendait à avoir un cerveau qui allait tout rouge, plein d'activité au moment de l'activité psychédélique, puisque c'est vrai que quand on prend des psychédéliques, il s'en passe des choses à l'intérieur. On peut être un peu dépassé par ce qui se passe. Et en fait, ils ont vu le contraire, c'est qu'en fait, le cerveau était extrêmement calme. Ce qui amenait à l'hypothèse, c'est une hypothèse, évidemment, on n'est pas dans la preuve scientifique, que le cerveau, finalement, sous psychédélique, son activité se réduisant, alors qu'en fait, on a l'impression de ressentir des choses très fortes, c'est peut-être que ce qui se réduit, c'est le filtre. C'est le filtre qui diminue. Le filtre diminuant, on a accès à plus de choses qui expliquent l'intensité de l'expérience. D'où les idées aussi de gens qui disent que la conscience, peut-être, individuelle, elle se situe peut-être pas dans notre cerveau, mais ailleurs, d'où la notion de conscience peut-être individuelle, mais de conscience collective, le fameux inconscient collectif, auquel on pourrait avoir accès à travers un cerveau qui filtrerait les informations qui sont importantes pour nous et qui représenteraient notre conscience. C'est vrai. Donc ça, c'est l'aspect post-matérialiste. Ça fait une 4e voie d'analyse. Ouais. Et on n'a pas fini, je pense qu'on peut encore en trouver d'autres. Mais ça, sûrement. Bon, c'est déjà pas mal. Mais on aime bien mettre dans des cases. Oui, c'est vrai aussi. Et justement, les psychédéliques nous forcent à sortir de ces cases, parce qu'il y a déjà, comme ça, en 2 minutes, on a 4 hypothèses différentes. Ça nous force à la flexibilité. Ça force à la flexibilité. Mais j'ai constaté quand même qu'il y a des personnes, justement, qui sortent de l'expérience sans forcément chercher à mettre dans des cases à interpréter. Et puis, il y en a d'autres, comme moi, par exemple, et je subodore comme toi aussi, dans ce que je pense comprendre, qui, au contraire, essaient de faire sens. Moi, je sais que j'essaie toujours de faire sens, et j'y arrive très bien d'ailleurs. L'expérience, elle peut être très bouleversante, déstabilisante, ça peut partir dans tous les sens. Mais dans les jours qui suivent, je sais que j'arriverai à tout bien ranger dans des cases. Oui, on fait avec ce qu'on est aussi. C'est important de soigner, de soigner nos petits mécanismes. Et puis il faut l'accepter en fait. Voilà, c'est pas grave, ça fait partie de nous et on est comme ça. Et moi, je me vois aussi un peu comme une faiseuse de ponts. Et c'est aussi une façon de faire des ponts, de mettre un peu de compréhension, de donner quelque chose qui est malgré tout rationnel et objectif. Et en même temps, du coup, de pouvoir ouvrir à l'irrationnel, au subjectif, au mystère qu'il y a là derrière, parce que ça reste quand même toujours un peu mystérieux. On a beau essayer de le prendre, il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et c'est génial. Clairement. Et il y a un effet de surprise aussi à chaque fois. C'est que chaque expérience, il y a toujours une surprise. On s'attend toujours à quelque chose. On est toujours surpris. Et même pour des gens qui pratiquent depuis des décennies, me rapportent toujours la même chose. C'est qu'en fait, à chaque fois, c'est une expérience par définition. En fait, l'expérience psychédélique, elle est surprenante. Oui, et un peu indescriptible. Et indescriptible. Très bien, alors on a commencé à parler un petit peu justement de tes livres. Donc ton livre, tu as ce livre qui va sortir donc en français très bientôt, qui sera sûrement sorti quand ce podcast va sortir. Donc, si tu peux nous rappeler le titre. La promesse des psychédéliques, révolutionner la psychothérapie. Okay. Alors, donc tu as parlé un petit peu des motivations qui t'ont poussé à écrire le livre. Comment tu l'as écrit sur combien de temps? Ça t'a pris beaucoup de temps? Comment tu procédais pour écrire? Le week-end, le soir, le matin, quand tu avais un moment de libre? Oui, alors non, il m'a pris 5 ans d'introspection et puis 3 mois à l'écrire. J'ai été hyper vite, c'est-à-dire que à partir du moment, je rassemble pas mal d'informations, je lis beaucoup. Je n'avais pas spécialement l'idée de faire un livre d'ailleurs, parce que c'est fatigant de faire un livre, ça prend vraiment des centaines d'heures. Et en Belgique francophone, c'est pas spécialement facile de trouver sa place. Et puis je me suis quand même dit non, mais il faut que j'écrive ce livre. C'est vraiment le livre de mon cœur, quoi. Il vient du cœur. J'ai envie de partager l'espoir. J'ai envie de partager de donner justement des clés de compréhension pour enlever un peu du tabou et en même temps en parler de façon mature, sans idéalisation des produits ou des substances, mais sans non plus diabolisation. Et voilà, j'avais envie de ça, donc c'est comme ça que j'ai trouvé l'énergie de le faire. Et une fois que j'avais récolté toutes les informations et que j'ai eu le plan en tête, ça a été assez vite parce que à ce moment-là, ça devient nécessaire pour moi d'écrire. Donc le soir, je peux pas aller dormir tôt et m'endormir parce que non, je veux écrire, j'ai besoin d'écrire ça. Donc en effet, j'écris le soir, le week-end. Là, c'était pendant l'été, donc parfois il y a un peu moins de réunions pendant l'été, donc j'avais un peu plus de temps, mais souvent, oui, c'est ça, j'ai une petite tiny house dans la forêt, et donc j'y vais le week-end, et c'est un grand moment de déconnexion, mais c'est aussi pour moi donc un grand moment de connexion à ma créativité, et donc
donc j'écris quand même beaucoup là-bas. Du coup, je fais des recherches, je lis, je reprends, j'écoute des podcasts, je me nourris de ça, et puis je me nourris de mes formations aussi, puisque comme je le disais, je me suis pas mal formée autour du sujet, avec l'idée que si et quand ça pourrait être autorisé en Belgique d'une façon ou d'une autre, je vais être prête. Je veux être prête à pouvoir commencer, à me sentir légitime en fait, à pouvoir utiliser ça pour les patients dans des bonnes indications, dans un bon cadre qui est justement sécurisé avec le bon set and setting comme tu le disais. Eh bien tout ça, je pense, ne peut passer que par une bonne formation. Donc voilà. D'accord. Donc, et alors dans ton livre, en fait, la structure du livre, comment tu l'as structuré, le livre? Donc la première partie, je reprends toutes les grandes hypothèses neuroscientifiques pour expliquer l'expérience psychédélique et l'expérience d'état modifié de conscience, et en essayant de le faire, c'est un livre grand public, hein, donc c'est l'idée d'être accessible, que ça parle à tout le monde. Je fais beaucoup de métaphores pour expliquer comment ça fonctionne dans le cerveau, et donc on reparle du réseau mode par défaut, on parle du cerveau prédictif, on parle du filtre du cerveau, comment est-ce qu'on filtre toutes les informations, puis de l'effet des psychédéliques là-dessus comme état modifié de conscience. Puis je repasse un peu l'historique des psychédéliques avec la première vague, l'interdiction, comment est-ce que tout ça s'est mis en place, et puis la renaissance avec... on peut dire que la première vague, c'est la vague amazonienne et mexicaine depuis des milliers d'années de l'utilisation des psychédéliques. La deuxième vague qui était dans les années 50, l'interdiction, et puis la troisième vague maintenant avec une reprise des recherches depuis les années 2000. Je parle de la thérapie assistée par psychédélique parce que c'est vraiment important pour moi, donc de parler du screening, de la préparation, de la prise et de l'intégration, du set and setting, des souvenirs, des faux souvenirs, des vrais souvenirs, de tout ce qui peut se passer, de l'expérience mystique, aussi des expériences spirituelles qui peuvent se passer dans ce moment-là. Donc voilà, j'aborde un peu tout ça. Et puis je fais un dernier chapitre sur la psilocybine et sur la MDMA, parce que pour moi, c'est les deux substances qui ont le plus d'autorisation dans le monde, qui sont les plus utilisées pour le moment, qui sont les plus avancées dans les protocoles de recherche et qui me semblent être les plus prometteuses. Donc je fais un petit focus sur ces deux substances-là, ce qui fait que dans le reste, je ne parle pas des autres psychédéliques, de l'ayahuasca, de la DMT, de la mescaline, de l'ibogaïne, de la kétamine. Je ne parle pas de ces substances-là. Voilà. C'est vrai qu'avec MDMA et psilocybine, ça couvre bien le spectre de ce que peuvent faire ces substances. Ouais. Oui, puisqu'il y a un psychédélique classique, qu'on appelle classique, et un psychédélique qu'on appelle atypique, et qui sont assez complémentaires dans leur mode d'action et dans leurs indications. Donc je trouvais que c'était intéressant. Ouais. C'est vrai. Oui, la MDMA étant plutôt adaptée pour tout ce qui est traumatique. Oui. Ou thérapie de couple aussi, on dit souvent, et la psilocybine aussi d'ailleurs, mais psilocybine a une dimension aussi spirituelle qui est plus forte que la MDMA. Et alors donc pour quelqu'un qui s'intéresse au sujet, qui va lire ton livre, et qui se dit tiens, finalement ça c'est intéressant quand même tout ça, qu'est-ce que tu conseillerais toi pour quelqu'un qui s'intéresse aux psychédéliques, là encore, substance avec substance, sans substance? Ce serait quoi pour toi une bonne porte d'entrée pour quelqu'un à essayer de développer ses connaissances dans ce domaine-là? Je trouve que la respiration holotropique, c'est une très bonne porte d'entrée. D'ailleurs, Grof l'avait initié comme ça. C'est quand il a eu l'interdiction de pratiquer les thérapies avec LSD, qu'il s'est dit, il va falloir que j'invente quelque chose pour essayer de trouver des états modifiés de conscience qui se rapprochent le plus possible de ça, mais sans substance. Et il s'est dit, je vais faire la respiration holotropique. C'est évidemment beaucoup plus long dans son parcours que dans mon résumé, mais donc je pense que c'est une très bonne introduction. Et en plus, je pense que c'est nécessaire. Je crois que c'est vraiment important d'avoir suffisamment de prudence et de préparation. Tout ce dont on a parlé, c'est pas des pilules magiques, c'est pas d'ailleurs des stratégies magiques, et mieux on y est préparé, plus ça pourrait être bénéfique. Je prends un peu l'exemple de si vous vous préparez à escalader l'Everest, eh bien, si vous n'avez pas de préparation, ça risque d'être pas facile. Et donc, en général, quand on se prépare à escalader l'Everest, eh bien, on fait de l'exercice, on augmente sa capacité pulmonaire, on prépare aussi des tentes et des sacs de couchage qui sont résistants au froid, on va voir des spécialistes de la question, bref, on se prépare. Parce que sinon, on risque de se retrouver face à des situations compliquées, et même chose pour
pour après, on récupère, on prend le temps de digérer cette expérience. Eh bien, je crois que c'est la même chose avec les expériences d'état modifié de conscience. Le mieux on est préparé, le plus c'est bénéfique. Et donc, de pouvoir, avec tout ce dont on a parlé, finalement, entrer dans cette expérience, se renseigner, lire, écouter des podcasts, mais pratiquer la respiration holotropique ou de la méditation ou des week-ends et des retraites qui tournent autour de tout ça. Je pense que c'est un bon moyen d'entrer là-dedans, mais de le faire de façon encadrée, de façon entourée, de pas être seul, de pas le faire dans la solitude et l'isolement, sinon ce sera pas productif ou contre-productif. Complètement. Et on peut en profiter pour rappeler que les états modifiés de conscience, il y a plein de méthodes différentes, on en a cité beaucoup, mais il y en a d'autres. Il y a le jeûne, par exemple, il y a le silence, ça existe des retraites de silence où on ne parle pas pendant plusieurs jours. Il y a les questions d'isolation sensorielle aussi, c'est quelque chose. C'est vrai, j'ai essayé. Oui, j'ai essayé. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est comme une sorte de méditation multipliée. En fait, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est d'avoir une facilité en fait à méditer parce qu'il n'y avait plus de distraction en fait autour. Ouais. Donc, tu sais qu'il y a des études qui ont montré qu'il y a pas mal de gens qui ont des hallucinations une fois qu'ils sont dans des caissons d'isolation sensorielle parce que le cerveau a tellement pas l'habitude de ne pas avoir de stimulation qu'il en invente. Ah oui. Et clairement, oui, moi l'expérience était assez intense en fait. J'ai vraiment des choses qui ont émergé, qui étaient assez. Donc il y a ça, il y a les caisses de sudation, il y a plein de méthodes. Il y a aussi des trucs un peu plus extrêmes comme rester dans l'obscurité pendant des jours et des jours. Pour ça, faut quand même bien s'organiser pour ça. Oui, mais c'est important de le dire, prendre soin de soi de là-dedans, pas faire des choses extrêmes, pas faire des choses seules, pas faire des choses non encadrées. On soutient pas du tout ça. Je pense que c'est vraiment important de faire les choses bien, de façon vraiment avec un encadrement aussi professionnel. Complètement, parce que pour la sécurité et puis aussi parce que c'est en se sentant en sécurité qu'on va être capable de lâcher prise et donc d'avoir des expériences plus profondes. Donc c'est doublement intéressant de chercher la sécurité. Et moi je dis toujours la légalité aussi, toujours faire des expériences dans un cadre légal. Tout à fait. Parce que la légalité, c'est aussi une garantie c'est un peu dommage qu'il y ait plein de pays où ce soit pas légal, mais c'est comme ça. Et la légalité, c'est aussi un gage de sécurité. Voilà. Et la sécurité, c'est essentiel pour les deux raisons, parce que c'est sécure et parce que ça permet de se lâcher, d'aller plus profondément dans l'expérience. Donc voilà, donc il y a plein de méthodes. Moi, j'invite tout le monde à acheter ton livre. Moi-même, on l'avait pas au moment de l'entretien. Et dès qu'il sort, je le lis avec beaucoup d'intérêt. Et alors, est-ce que pour finir, pour quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu fais, quels sont les moyens de te suivre ? LinkedIn, je suis sur LinkedIn sous mon nom, Caroline De Peut. Je suis sur Instagram aussi, sur TikTok également. Et c'est assez intéressant parce que je fais des petites vidéos santé mentale et en fait, les gens sont hyper réceptifs. Ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un qui leur parle sereinement et d'avoir une information qui normalement est fiable. Voilà, c'est les 3 grands moyens, je pense, de me suivre sur les réseaux sociaux. Je donne des conférences régulièrement que j'annonce en général sur les réseaux sociaux, sur différents sujets, et puis sinon les chroniques à la télévision. Et les livres. Donc ça fait quand même pas mal de moyens de te suivre. Exactement. D'accord. Et on mettra tout ça de toute façon en lien dans le descriptif de l'épisode. Et pour conclure, est-ce que tu as une ou des expériences prochaines prévues, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, dans le monde des expériences psychédéliques ou d'états modifiés de conscience que tu auras envie de partager? Mais donc, on a un projet de certificat universitaire qui se ferait, donc le premier certificat universitaire francophone et belge, qui se ferait sur un mode hybride, mais avec, ce serait une dizaine de modules qui seraient donc sur psychédélique, santé et société, qui n'est pas une formation thérapeutique, qui est plutôt vraiment de découvrir la science des psychédéliques et ce qu'il y a derrière les thérapies assistées par psychédéliques, mais avec un module philo, un module socio, un module anthropo, un module psychiatrie, un module neurosciences, donc ce sera assez complet. Mais stay tuned, parce que je ne sais pas vous en dire plus maintenant, parce qu'on est dans la phase de le présenter pour approbation, en espérant que ça va passer. Et si ça passe, ça pourrait être lancé dès octobre 2026. D'accord, ça c'est super. Donc vraiment universitaire, donc finalement dans le cadre vraiment de quelque chose de public. D'accord. Ouais. Okay. Voilà, donc on espère que ça pourra aboutir. Bon, écoute, super. Écoute, hyper intéressant. Merci beaucoup. J'ai pas été déçu de l'entretien. On a appris plein de choses. Moi non plus. Ça laisse plein de perspectives. Donc, merci encore pour tout ça, Caroline. Et puis, écoute, à très bientôt. Alors, à travers tous ces médias, on te retrouve. Super, merci.